Bonjour et bienvenue à la conférence Elevate France. Je vais maintenant traduire pour vous la présentation réalisée par Chris Pollack durant la conférence Elevate d'Appian en décembre. Vous découvrirez les nouvelles fonctionnalités de PB 2025 ainsi que des démonstrations pour les illustrer. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, l'objectif de PB 2025 est d'offrir une expérience de développement moderne. Tout d'abord, cette version offre un nouvel éditeur de code beaucoup plus intuitif que celui des versions précédentes. Vous pourrez aussi stocker le code source des objets PB en texte brut dans des fichiers externes et plus dans des bibliothèques PowerBuilder. Vous bénéficiez d'un nouveau processus de compilation beaucoup plus rapide que dans les versions précédentes. Et pour une modernisation de l'interface utilisateur codeless, nous verrons le nouveau Ribbon View pour l'objet menu et enfin le développement codeless d'API REST. Voyons d'abord comment construire des API .NET sans écrire de code. Pour résumer, un assistant fait tout pour vous. Notez que vous pouvez consulter la roadmap sur le site d'Appian pour voir les fonctionnalités sur lesquelles il travaille actuellement et celles à venir. Alors jetons un coup d'œil au nouvel éditeur de code. Voici un aperçu des nouveautés. Comme vous le voyez, nous avons des numéros de ligne, tout est coloré, l'autoscript a été amélioré, tout comme la recherche dans le code. Vous pouvez aussi zoomer, ce qui est pratique si vous n'avez pas un bon écran. Et enfin, le retour à la ligne automatique. En effet, dans les versions précédentes, si vous aviez une longue ligne de texte, vous deviez la faire défiler de gauche à droite pour pouvoir voir le contenu de cette longue chaîne. Maintenant, vous pouvez simplement activer le retour à la ligne. Nous verrons aussi d'autres fonctionnalités pendant la démo. Pour commencer la démo, nous allons d'abord voir l'IDE de PB 2025 et le PowerScript Painter. Voyons d'abord une nouveauté qui n'était pas sur la diapositive précédente. En effet, vous pouvez ouvrir un ancêtre et ses descendants, chose que vous ne pouviez pas faire en 2022. Mais maintenant, vous pouvez les ouvrir simultanément. Vous voyez qu'ils s'ouvrent dans différents onglets du Painter. Vous noterez qu'il y a une nouvelle icône avec un cadenas ici qui vous indique que vous êtes en mode lecture seule. Peu importe que vous commenciez par un ancêtre pour aller à un descendant ou d'un descendant vers son ancêtre, l'un des deux sera verrouillé et donc cette icône vous montre lequel est verrouillé. En allant dans le nouveau volet de script, nous voyons que le code peut en fait être réduit ou développé. Les numéros de ligne sont ici. Et si vous faites une modification, vous verrez une barre jaune apparaître à cet endroit. Quand le code est réduit, vous pouvez voir un extrait sans le développer en le survolant avec votre souris. Et si vous faites un clic droit et que vous allez sur Rechercher, vous accédez à la nouvelle fonction de recherche. S'il y a des correspondances dans le bloc qui a été réduit, il s'agrandit automatiquement lorsque vous parcourez les résultats. Ce sont donc des améliorations de productivité notables. Dans la boîte de dialogue Options de design, vous verrez les options de retour à la ligne et l'affichage des espaces blancs pour voir les tabulations directement dans l'éditeur. Pour la gestion des couleurs, vous pouvez passer en mode monochrome ou non. Vous pouvez également changer la couleur de n'importe quel élément visible dans le code. L'autoscript a également été amélioré pour permettre de voir ce qui se passe lorsque vous faites un retour arrière. Voyons comment ça fonctionne. Par exemple, si je cherche les méthodes get dans cet objet en faisant une simple saisie, cela vous montre le prototype de la méthode fonction avec les arguments et ce qui est effectivement retourné. Et si vous effacez des caractères, l'éditeur vous propose plus de choix, ce qui était plus difficile à faire dans PB 2022. Si nous utilisons par exemple une fonction système comme MessageBox, vous pouvez voir ici que la MessageBox est disponible. Non seulement il vous indique les arguments et les valeurs de retour, mais il précise également qu'il s'agit d'une méthode surchargée avec 16 variations. Vous pouvez les faire défiler pour voir la liste des arguments, et au fur et à mesure que vous tapez, il vous aidera à remplir les arguments qui s'affichent dans la fenêtre contextuelle.
Voilà pour cet aperçu rapide du nouvel éditeur de code. Nous allons maintenant voir les fichiers sources en texte brut. Cette option est disponible dans le nouvel environnement Solutions. Vous pouvez convertir automatiquement un workspace en solution. Il sera ensuite migré par l'IDE. Notez que cela reste une option. Tout le code source des objets Power Builder, une fois converti en solution, sera alors stocké sous forme de fichier en texte brut. Il n'y a plus de bibliothèque PB. L'utilisation de la solution permet de compiler en un seul passage avec un compilateur multithread. Les temps de compilation sont donc considérablement réduits. Par exemple, une application de taille moyenne compilée en tant que workspace en 1 heure et 31 minutes a pu être compilée en seulement 9 minutes et 33 secondes. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, l'ancien compilateur initialement développé par PowerSoft réalise un processus en 7 étapes. Les étapes 2 à 5 reprennent plusieurs fois le même code PowerScript avant d'arriver à la fin, c'est-à-dire au cercle vert, où l'on procède à l'assemblage final des XQLPPD ou des DLL pour le code machine. Si vous regardez le nouveau compilateur, vous verrez qu'il s'agit d'un processus multithread. En bas à gauche, vous pouvez voir que nous passons en revue et compilons toutes les méthodes, fonctions et événements, puis nous les assemblons. En parallèle, un autre thread s'occupe des data windows, un autre gère tous les pipelines et les requêtes SQL, et un autre traite tous les objets OLE et les ActiveX. Enfin, l'assemblage final au niveau du cercle vert est effectué pour générer l'exécutable. La prochaine fois que vous ferez des modifications, vous verrez en haut à gauche une zone appelée AST pour Abstract Syntax Tree, qui est une zone de suivi des modifications du code source et du P-code. Donc lorsque vous faites des modifications dans l'IDE, il enregistre des fichiers pour indiquer que tel morceau de code a été modifié, que ce P-code doit être mis à jour. Ainsi, lorsque vous lancez à nouveau la compilation, seules ces fonctions et événements, seuls ces data windows, pipeline, objets OLE seront recompilés puis réassemblés. Voyons maintenant ce nouvel environnement solution et comment fonctionne le nouveau compilateur. Revenons à l'IDE Power Builder 2025 pour convertir ce workspace en solution. Je vais donc maintenant ouvrir le workspace. Je reviens ici et je vois que nous avons toujours deux dossiers qui sont le workspace et celui-ci qui en est une copie. C'est toujours un workspace, mais je vais le convertir en solution. Pour cela, je l'ouvre. Vous noterez qu'on a encore le fichier du workspace. Nous nous plaçons sur la copie. Et pour convertir cette application en solution, c'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur cette nouvelle option du menu contextuel pour convertir le workspace en solution. Tout d'abord, la structure des dossiers change, mais très rapidement, l'IDE va lancer une compilation complète. Cette étape est nécessaire parce qu'il doit construire l'AST qui contient les informations de tracking du code source et du P-code. Une fois la compilation terminée, si nous retournons dans l'explorateur et que nous regardons ce dossier, nous verrons qu'il a beaucoup changé. Tout d'abord, il a fait une sauvegarde de l'ancien workspace, qui est bien. Mais si nous ouvrons le dossier principal, vous remarquerez qu'il est assez différent. Vous pouvez voir que les bibliothèques Power Builder ont été converties en dossiers. Et si vous regardez dans ce qui ressemble à une bibliothèque Power Builder, tous les objets sont en fait des fichiers de code source externe. Donc votre code source a été converti et placé dans ces dossiers. Et le dossier .pb est le nouvel AST qui contient les informations de tracking. Maintenant, si nous entrons ici et que nous faisons des modifications, puis que l'on compile, lors du déploiement, il prendra en compte les modifications et effectuera une compilation incrémentale basée sur les informations de suivi stockées dans l'AST. Vous voyez qu'il est donc très simple de convertir un workspace en solution. Maintenant, ouvrons l'IDE-PB 2025 et jetons un œil à la compilation de notre workspace. Nous traitons en fait 55 fichiers ou 55 bibliothèques PB. Maintenant, faisons un build et une compilation. Et regardons les statistiques de la compilation dans la zone de sortie.
En bas à gauche, on voit que la compilation en 7 étapes a pris 17 minutes et 35 secondes. Et maintenant, voyons ce qui se passe avec une solution. Donc vous pouvez voir ici en haut à gauche que nous avons effectivement ouvert une solution. Maintenant, faisons un build et une compilation. Et encore une fois, grâce à la magie d'Hollywood et du voyage dans le temps, jetons un œil à la fin de la compilation en bas à gauche dans la zone de sortie. On voit que pour la même quantité d'objets, 2180 objets PB, 3291 data window, il a effectué la même compilation en 2 minutes et 48 secondes. C'est donc un gain de productivité énorme grâce à l'AST et au compilateur multithread disponible dans la solution. Passons maintenant à la modernisation codeless de l'interface utilisateur, en particulier la nouvelle fonctionnalité Ribbon View pour un objet menu. C'est un processus entièrement automatique, sans code, qui convertit automatiquement un objet menu classique en ruban à l'exécution. Et encore une fois, avec un simple réglage de propriété sans codage. Elle est contrôlée par une nouvelle propriété MDIFrame que je vais vous montrer dans la démo. Sa barre d'outils de raccourci est générée automatiquement, mais vous pouvez la désactiver si vous ne l'aimez pas ou si vous voulez la personnaliser. Elle fonctionne avec les thèmes d'interface utilisateur présents dans les versions précédentes de Power Builder. Et ça fonctionne également avec la nouvelle vue par onglet MDI qui est dispo depuis PB 2022. Alors comment ça fonctionne? Sur le côté gauche, nous voyons le concepteur de menu. Remarquez que les éléments du menu déroulant en haut génèrent automatiquement des éléments de catégorie dans le menu ruban. Vous pouvez le voir ici au numéro 1. Au numéro 2, vous voyez que si vous avez une ligne de séparation suivie de plusieurs éléments de menu et une autre ligne de séparation, ça crée un panneau. Nous verrons aussi les propriétés du concepteur de menu qui permettent d'ajouter le label sur ces panneaux. On le voit par exemple ici dans le menu ruban avec le mot-clé logistique. Si vous avez un menu en cascade, comme dans l'installation, il sera également transposé en panneau dans le ruban avec son propre menu déroulant comme on peut le voir ici au numéro 3. L'autre élément du menu Painter est la barre d'outils qui apparaît en haut à gauche. Elle permet de créer une barre d'outils d'accès rapide juste au-dessus du menu ruban. Encore une fois, c'est automatique. Alors bien sûr, vous aurez peut-être besoin de modifier le menu qui a été généré automatiquement pour qu'il s'adapte à vos besoins. Eh bien, tout cela se fera via le menu Painter. Il vous suffit de modifier les propriétés de taille de l'image ou du bouton dans la vue ruban. Ce sont des propriétés étendues disponibles dans le menu Painter. Vous pouvez ajouter de nouveaux panneaux en ajoutant des lignes de séparation, ajouter des éléments de menu, et vous pouvez réorganiser l'ensemble du menu simplement par glisser-déposer, comme c'est possible depuis la version 4 de PB. Et vous pouvez également contrôler ce qui se passe dans le nouvel événement menu change en PowerScript. D'une certaine manière, c'est un peu comme faire un retrieve dans une data window. On a des outils comme l'aperçu SQL ou les événements retrieve start qui permettent de personnaliser la façon dont le SQL est transmis depuis la data window vers le système de base de données. Et bien de la même façon, l'événement menu change donne un contrôle supplémentaire si nécessaire. Alors voyons maintenant concrètement comment ça marche. Si j'exécute cette application, elle ouvrira une frame MDI appelée WMain. Vous pouvez voir ici que nous avons un menu standard, une barre d'outils de menu, et si on ouvre une page, une barre d'outils secondaire. Et bien sûr, si on fait un clic droit, vous avez les invites standards qui contrôlent aussi bien les feuilles MDI que la frame. Alors faisons en sorte que cela se transpose automatiquement en menu ruban. Je vais le faire en ouvrant WMain. Et maintenant, nous allons sur la nouvelle propriété appelée Display Menu as Ribbon Bar et on coche simplement la case. J'en profite pour vous rappeler que depuis la version 2022, vous pouvez simplement cocher la case Tab View pour afficher une vue par onglet. Donc, vous pouvez choisir de laisser cette option activée ou la désactiver pour afficher automatiquement le menu sous forme de ruban. Donc, relançons l'application pour voir ce qui se passe.
On voit bien que le menu a été transposé en ruban avec un simple changement de propriété. On voit ici que la barre de menu s'affiche comme une barre d'outils d'accès rapide avec un menu déroulant à la fin. C'est également une barre d'accès rapide. Et nous avons bien sûr des icônes en haut. Les menus déroulants sont devenus les différents onglets que vous voyez dans le menu ruban. Et tout ça est piloté automatiquement par la structure de menu. On voit aussi qu'on a bien les différentes sections comme logistique, finance, etc. qui correspondent aux différents segments entre les séparateurs que vous avez dans le menu de base. Donc voilà, nous avons converti automatiquement l'apparence du menu. Remarquez que la propriété elle-même peut être modifiée pendant l'exécution. Donc si je viens ici, je peux dire que je veux afficher à nouveau comme un menu et je peux revenir par la suite à un menu ruban. On peut donc changer cette propriété comme on veut et le runtime adaptera automatiquement l'apparence de l'application en fonction de cette propriété ou de ce paramètre. Et bien sûr, comme on a choisi la vue par onglet, nous avons toujours les onglets qui s'affichent ici. Et ici sur le côté droit, vous avez la liste des onglets ou des fenêtres MDI ouvertes. Si on revient sur WMain, on voit bien que nous avons un onglet Toolbar dans le volet des propriétés et que la barre d'outils est visible. Je la retire et j'exécute à nouveau l'application. Maintenant, on voit bien que la barre d'outils d'accès rapide a été supprimée. Encore une fois, c'est une propriété que vous pouvez modifier par PowerScript ou dans le Painter. Vous pouvez donc ajouter ou supprimer facilement une barre d'outils d'accès rapide en fonction des besoins de l'utilisateur. Je remets la barre d'outils sur la frame MDMI et j'exécute à nouveau l'application exemple. Vous voyez que nous avons à nouveau la Quick Access Toolbar et ce menu déroulant vous permet de déplacer le ruban en temps réel. L'utilisateur final peut le faire lui-même. Il peut la placer sous le menu ruban ou la remettre en place en utilisant ces options. Il peut également choisir de réduire complètement le ruban. En fait, à ce stade, tout se fait depuis l'application. Maintenant, l'autre chose intéressante ici est que nous avons la possibilité de modifier les paramètres du menu. Ici, vous voyez que nous pouvons choisir différentes options de menu pendant l'exécution, mais ça s'applique également au thème d'interface utilisateur. Alors voyons comment appliquer un thème à cette application. On va prendre un thème sombre pour que ça soit plus visible. Donc dans le thème sombre, par exemple, on va ici dans les paramètres du menu. On choisit Contemporary et on regarde les icônes. Et si je choisis File First, l'apparence change aussi. Et si on prend Toolbar Centric, l'apparence change encore. Donc on voit bien comment le menu ruban s'affiche pour l'utilisateur dans l'application. Tout ça se fait via la commande Change Menu que vous avez probablement utilisée de nombreuses fois, puisqu'elle est disponible depuis la version 2 de Power Builder. Maintenant, si on vient ici, vous voyez que nous avons différents menus dans cette application. On a Traditional, Traditional File, Contemporary. Donc les différents styles que vous pouvez appliquer à un menu sont définis ici et peuvent être transposés automatiquement pendant l'exécution par le runtime de Power Builder. Jetons un œil maintenant à la propriété. On voit que c'est ici qu'on peut changer le style du menu, passer de contemporain à traditionnel et vice-versa. Et vous pouvez faire la même chose pour le style de la barre d'outils. Donc ces deux éléments peuvent être modifiés séparément. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de la démo. Comment remplacer le menu actuel par un des menus que vous voyez ici. Et bien sûr, le comportement du menu ruban qui s'adapte automatiquement en fonction de l'apparence du menu sélectionné. Notez aussi que vous pouvez réorganiser les éléments du menu par glisser-déposer. Par exemple, si je veux réorganiser les options par ordre alphabétique, je n'ai qu'à les déplacer avec la souris. Comme vous le voyez, j'en ai déplacé un vers le bas et remonté un d'un cran. Les options sont donc maintenant classées par ordre alphabétique A, C, O et P. Donc si vous migrez depuis une version antérieure de Power Builder et que le menu principal n'est pas bien organisé pour un menu ruban, vous pourrez facilement déplacer les éléments par glisser-déposer.
Bien sûr, vous avez aussi les séparateurs qui sont de simples tirets. Ces séparateurs, placés entre deux options, créeront un segment, autrement dit un panneau, dans le menu ruban. Par exemple, regardons les propriétés d'un des éléments du menu. On voit ici qu'il y a des extensions du menu ruban. Par exemple, ceci apparaîtra en petit. Je peux l'agrandir et choisir une image différente pour quand il s'affiche en grand plutôt qu'en petit. Le menu Painter offre également des propriétés qui permettent de définir un label pour chaque panneau, ainsi que l'apparence d'un bouton particulier. Donc si nous allons sur un élément de menu ici entre les séparateurs, vous voyez qu'on peut mettre un texte pour le panneau et choisir une image qui apparaîtra comme une icône dans le panneau lui-même. Si on retourne dans l'IDE, on voit que la fenêtre WMain, la frame MDI, possède également un événement menu Changed. Vous pouvez le laisser vide, mais vous pouvez également en prendre le contrôle si vous le souhaitez. Ici, on voit qu'on fait un import depuis un fichier XML pour avoir un menu ruban avec un aspect différent. C'est ce que vous auriez fait en Power Builder 2022. Vous pouvez prendre le contrôle de bas niveau, comme mentionné précédemment, comme vous l'auriez fait avec un objet Data Window. Pour le menu, si vous voulez prendre le contrôle à un niveau bas et créer vous-même une barre ruban en XML, puis ajuster le XML, vous pouvez le faire. Une autre méthode rapide depuis le menu Painter, en faisant un clic droit, vous créez automatiquement le fichier XML en l'exportant en ribbon bar XML, puis vous l'ajustez en modifiant le XML directement. C'est donc un moyen très rapide de prendre le contrôle de bas niveau du menu ruban, puis de le gérer en XML dans l'événement menu Change. La dernière évolution majeure est le développement codeless d'API REST. On peut désormais créer automatiquement une API web et nous pouvons le faire en utilisant un nouveau type de projet dans l'IDE PB pour créer automatiquement l'API REST. Cette API REST inclura la logique Create, Read, Update, Delete de base des data windows sélectionnés. Donc la première étape du nouveau projet consiste à sélectionner les data windows sur lesquelles vous allez travailler. L'API REST fonctionnera avec des données au format JSON, c'est-à-dire des données entrantes et sortantes. Les données sortantes étant bien sûr un ensemble de résultats pour la data window, mais vous pouvez aussi les intégrer où vous voulez dans une interface Java, Python, React ou même ASP.NET. Lors du déploiement du projet, le code du modèle C#, un datastore en .NET et du code pour échafauder les services web et les contrôleurs dans le modèle C# seront créés automatiquement. Tout est fait pour vous dans le projet type. Et les services de scaffolding fourniront des points d'insertion où vous pourrez ajouter le code métier. Donc si vous ne faites pas ça, l'API web reste simplement une interface dans le middle tier permettant aux données de transiter vers et depuis la base de données avant de retourner au client au format JSON. Par contre, vous pouvez ajouter le code métier ici dans l'API web et votre code métier sera également dans le middle tier. Alors jetons un coup d'œil à la nouvelle API REST Codeless. Alors revenons à l'IDE de PB 2025 et regardons la data window des personnes que nous allons utiliser pour la démo. Je suis donc dans le workspace, dans le data window painter que vous connaissez. Je fais un retrieve dans la base de démo, par exemple personne ID 102, c'est bien cette personne. Donc on voit que tout fonctionne bien à ce stade depuis l'IDE. Maintenant, on crée un service web pour l'API web. On choisit projet et voici le nouveau .NET Data Store. Pour ce type de projet particulier, nous allons remplir le nom de l'application. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Choisissez la version .NET. Je recommande .NET 8 puisque c'est la version LTS depuis novembre 2024. Nous pouvons choisir le serveur web pour l'héberger. Et comme j'utilise un autre port serveur sur cette machine, je vais changer le port de 9 à 7, donc un port qui n'est pas utilisé actuellement. Pour le converteur ici, nous allons choisir la connexion à la base de données. Donc j'en crée une nouvelle. Ce sera SQL Anywhere PBDemo Database. J'ai déjà un data source pour ça, donc SQL Anywhere. Et nous allons choisir DSN 2025 pour data source name. Et bien sûr,
le décodeur secret DBA-SQL. Assurez-vous bien de voir et de cocher cette case ici, parce que Power Builder va télécharger un package NuGet qui va gérer l'accès à la base de données depuis la couche intermédiaire. Testez-le ensuite pour être sûr que quand nous construisons l'API web, elle cherche le bon schéma. Donc tout semble bon, on clique sur OK. Et maintenant, nous allons réduire la liste parce qu'on ne veut pas inclure toutes les data windows et toutes les bibliothèques ici. Donc on décoche tout pour se concentrer uniquement sur la data window 10 personnes. Donc tout est bien décoché et on continue. Donc pour l'échafaudage, ici on laisse simplement les paramètres par défaut. Mais vous pouvez choisir entre synchrone ou asynchrone selon comment vous voulez que cette API REST fonctionne. Ici, je ne change pas le nom du contrôleur ou de la classe de base ou quoi que ce soit d'autre. Je laisse simplement les paramètres par défaut. Côté sécurité, en développement, on n'ajoutera pas de service d'autorisation. Mais si on se prépare à un test d'intégration dans un système d'assurance qualité ou passer en production, on pourra ajouter ici un service d'autorisation et le tester. Mais on ne le fera pas aujourd'hui. Donc à ce stade, le projet a été construit et nous allons maintenant le compiler. Ensuite, pour le tester, on va cliquer sur Générer le projet. Et si vous regardez en bas, vous verrez qu'il a effectivement compilé ce code C pour vous. Donc on voit ici que tout a été généré. Et maintenant, comme dans les projets Power Client ou Power Server, nous avons une icône Exécuter le projet. Voyons maintenant ce qui se passe. Et vous voyez maintenant que le serveur démarre avec cette API Web RESTful. Une autre amélioration notable est que vous pouvez ouvrir la solution et l'exécuter ici depuis Snap Development, qui est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur le site Appion DevMagick. Maintenant, ouvrons-la et regardons le code. Donc on se place sur Solutions pour voir réellement ce qui se passe. Et donc on voit que la data window a déjà été convertie en objet datawindow.net et nous pouvons voir le code source. On voit les colonnes ici, comme le nom du style ou le titre. Et vous pouvez voir les méthodes get et set qui sont très similaires aux getItems et setItems que nous utilisons en PowerScript. Et on voit ici qu'il a construit un contrôleur pour vous qui va bien sûr effectuer le retrieve. Il va instancier un data store, utiliser cette data window. Vous pouvez effectuer un retrieve ou un update ou toute autre fonctionnalité que vous avez définie dans le projet. Donc tout ce code C a été généré pour vous. Et on peut l'exécuter ici en utilisant un test harness. Donc on l'exécute. Quand vous l'exécutez de cette manière, ça vous montre les méthodes de cette data window, retrieve and update. Vous pouvez les développer, vous pouvez même les tester. Et maintenant, nous allons l'exécuter. Donc encore une fois, nous allons entrer la valeur pour cet employé particulier, 102, et nous allons l'exécuter. L'API web s'exécute, et vous voyez que nous avons les mêmes informations que nous avons vues dans le Data Window Painter, sauf que maintenant c'est au format JSON. On peut aussi tester l'update en cliquant sur Try it out. Vous pouvez saisir les paramètres pour mettre à jour la data window et l'exécuter d'ici également. Vous pouvez donc tester le retrieve, l'update, l'insertion ou la suppression de lignes, n'importe quelle fonctionnalité que vous avez dans cette API Web RESTful directement depuis Swagger. Voilà pour cet exemple simple qui vous a montré à quel point il est rapide et facile de créer une API REST intégrée directement depuis Power Builder. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la communauté Power Builder sur le site community.appion.com, mais aussi suivre les actualités PB sur les réseaux sociaux de Novalis. Merci de m'avoir rejoint pour cet aperçu des points forts de PB 2025 et j'espère que vous apprécierez le reste de la conférence Elevate France. Merci de votre attention.